Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. J'ai créé ce podcast pour partager des expériences, vous donner du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Donc si vous cherchez des défis similaires aux vôtres ou tout simplement vous ouvrir à d'autres philosophies de parentalité, faites défiler les épisodes. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Mariette pour son commentaire sur Apple, où elle m'écrit « Le début d'un super podcast ». Et quand on voit la très grande variété des sujets qui peuvent y être abordés, on a hâte de voir la suite. Merci Nadia pour ta bienveillance et l'énergie que tu mets dans ce projet. Merci beaucoup Mariette pour ton commentaire. Il me donne beaucoup de motivation pour la suite, donc je te remercie énormément. Chaque avis et réaction compte pour moi et ça me fait énormément plaisir, alors surtout n'hésitez pas. Je suis ravie de vous accueillir dans ce premier portrait avec son fond musical spécifique. C'est un format d'épisode où vous questionnez un parent sur sa vision de la parentalité si particulière. Et on part en Suède dans ce premier portrait avec Victoria du podcast Viking Life. Dans son podcast, qui est hyper intéressant, elle nous fait découvrir cette culture et ses traditions très précurseurs, bien inscrites dans la bienveillance et l'égalité des sexes. Victoria, je l'ai choisie pour son parcours atypique et sa richesse d'expérience déjà du haut de ses 27 ans. On aborde dans cet épisode plein de thèmes. La grossesse, la petite enfance et l'éducation générale, mais aussi le monde du travail, en passant par la charge mentale et l'égalité des sexes. Une très belle découverte que je vous partage. Bonjour Victoria. Bonjour Nadia. Bon, je suis vraiment contente que tu sois à mon micro. Bon, même si concrètement t'es chez toi devant ton micro, mais bon, tu es à mon podcast. Alors je suis vraiment contente parce que tu as un parcours assez atypique. Tu es française, tu es partie t'installer en Suède, tu as rencontré ton conjoint, tu as accouché de ton premier enfant là-bas et de ton deuxième enfant en France. Oui. Donc aujourd'hui, si je t'invite dans mon podcast, c'est avant tout pour parler de la parentalité franco-suédoise que vous avez avec ton conjoint et de l'éducation que vous donnez à vos enfants. Et aussi, si tu peux comparer tes deux expériences d'accouchement et de maternité et de grossesse, française et suédoise, ça doit être très intéressant. Avec plaisir. Donc, je te propose de commencer par te présenter. Alors, donc, tu as déjà fait une belle présentation. Je m'appelle Victoria, j'ai 27 ans. Je suis pas encore 28, mais ça va venir. J'ai 2 enfants de 11 mois et 2 ans et 3 mois, Lucas et William. Donc, comme tu l'as dit, Lucas est né en Suède, William est né en France. Donc, c'est très intéressant de comparer parce que c'est vraiment 2 pays et de cultures très différentes. Et voilà, et je m'occupe de mes enfants à 100% pour le moment. J'ai aussi un podcast et je travaille à l'origine dans la communication. Et j'ai Oscar aussi, qui est mon conjoint et qui est suédois. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Suède? Et pourquoi tu as choisi la Suède par rapport à un autre pays nordique? Je n'ai pas choisi la Suède, c'était vraiment un concours de circonstances puisque je venais de finir mes études, du coup mon bachelor en communication en France et mon ex-copain à l'époque a eu la possibilité de partir une année en Erasmus en Suède. Alors il faut dire que je n'aime pas trop le froid. Du coup je m'étais dit comble. C'est ça. Et je savais que je voulais apprendre l'anglais, je voulais partir, mais je savais pas trop comment. Et puis au final, l'occasion s'est présentée, donc je me suis dit, c'est un an, on y va. Et en fait, c'est pas forcément passé comme je l'avais prévu. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais réussi à trouver un travail, mais nous sommes séparés en arrivant, donc je me suis retrouvée en Suède toute seule à apprendre l'anglais, ce qui était pas mal aussi, hein, mais c'était une autre aventure. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait rester au final? J'ai eu du coup un contrat pendant 8 mois et j'ai commencé à apprendre bien l'anglais. J'ai commencé à me prendre au goût du suédois aussi parce que je me suis dit autant être en Suède, autant apprendre aussi le suédois. Il faut dire que tous les Suédois parlent anglais en Suède, donc c'est pas un souci pour apprendre l'anglais là-bas. Mais j'ai rencontré mon compagnon au travail.
On s'est rencontrés, c'était mon manager à l'époque et du coup, on s'est mis ensemble assez rapidement donc là, l'aventure a pris une autre saveur parce que c'était plus, «Je veux rentrer en France», c'était: «Bon, continuons l'aventure en Suède et on va voir jusqu'à où ça nous mène». Tu as dit que tu parlais suédois? Je faisais des cours intensifs, je faisais 6 heures de suédois par semaine et ensuite j'ai changé de travail et j'ai été dans une entreprise qui, a décidé de me parler complètement suédois pour que je parle, assez rapidement parce qu'ils avaient besoin de mon suédois dans l'entreprise et j'étais très, très ronchon parce que j'adore communiquer et je ne pouvais pas parler la langue, ça m'agaçait et au final, j'ai pris assez vite, le pli. Même si je fais encore quelques erreurs de grammaire, globalement, il y a pas de souci et je l'ai pas perdu, même si je le parle pas forcément au quotidien parce que nous parlons anglais ensemble. C'est assez intéressant. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Oscar, lui, il parle français aussi? Non, Non, à mon du grand coup, c'est désespoir. l'anglais ensemble. Ouais. Mais même si je parle suédois, vu qu'on s'est rencontrés en anglais, on a une personnalité en anglais et c'est très dur de changer. Même si on pourrait parler suédois H24 en France, et ben, on le fait pas. Mais c'est un peu de ma faute aussi. D'accord. Donc, tu m'as parlé de ton expérience professionnelle à l'époque. Aujourd'hui, c'est quoi vos métiers respectifs? Alors, aujourd'hui, Oscar a une entreprise dans les logiciels informatiques qui gère des projets logiciels informatiques 3D. L'entreprise est encore domiciliée en Suède, donc il est amené à rentrer normalement assez souvent en Suède. Ça complique un peu les choses avec la période et la crise sanitaire actuelle, donc il fait vraiment tout en télétravail. Et moi, je m'occupe des enfants. Comme je le disais, j'ai le podcast et je m'occupe juste des enfants au final. J'ai pas d'autres métiers pour le moment. C'est déjà bien. Oui, ça m'occupe. Ok, alors avant d'avoir votre premier garçon, est-ce que vous aviez une idée déjà conçue de l'éducation que vous vouliez donner à vos enfants? Et est-ce que vous vous rejoigniez, toi et Oscar, sur cette idée-là? Alors pas du tout. On ne s'est jamais posé la question comment on allait éduquer nos enfants. Il faut savoir que quand on a su que donc on a décidé de faire les essais bébés, je pense qu'on n'avait même pas décidé de faire les essais bébés, que j'étais déjà enceinte et en fait, dans ma tête, quand on décidait: «OK, on a un projet bébé», dans ma tête, ça prenait du temps de tomber enceinte. Je m'attendais pas du tout à tomber enceinte, le jour même ou presque. Ouais. Et du coup, j'étais assez surprise du fait que ça se concrétisait très vite. Même si c'était un bébé voulu, ça m'a surprise cette rapidité et on s'est plutôt, c'était plutôt au jour le jour, «OK, maintenant, je suis enceinte, on va avoir un enfant» et assez pragmatique, mais on s'est pas dit: «OK, comment on va faire pour l'éduquer?» Enfin, il y avait pas, c'était vraiment du au jour le jour et ça, je pense que c'est un petit peu suédois aussi, de pas trop planifier. Après, c'est peut-être plutôt, nous, je sais pas trop. Ça, je Ouais. saurais pas répondre si c'est culture, Ok, donc vous vous laissiez porter par ouais. les événements du jour. En fait, je posais cette question parce que toi, tu as reçu une éducation française. Ouais, Alors, dans la bienveillance ou pas? Comment tu oui. décrirais ton enfance? J'ai reçu une éducation, dans la bienveillance et assez, je pense assez pionnière pour l'époque, même si je suis pas très vieille, mais il y a quelques années, c'était quand même pas la même chose qu'aujourd'hui et maman était très bienveillante, toujours à nous encourager, pas de violence, je sais VO. jamais le dire, pardon. VO, VO. ouais, c'est ça. Exactement. Pas de mauvaises paroles, je me souviens, enfin, j'ai vraiment un beau souvenir de mon éducation et toujours à essayer de me porter vers le haut, entre guillemets. Mhm. Et Oscar, bah, a reçu, entre guillemets, la même éducation, même si c'est pas du tout la même culture, mais pas de VO, pas de choses comme ça non plus. D'accord. Donc toi, t'as pas de souvenir de fessées, de mise au coin, de choses comme ça? Non, rien du Mhm. tout. Non. Ok. Bon, et ben écoute, on va y revenir à l'éducation, c'est un grand sujet. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter tes 2 accouchements? Alors, le premier, du coup, j'ai eu mon suivi en Suède, comme on vient de le dire. Ma grossesse, en fait, c'est vraiment très, très bien passé. J'ai eu aucun problème. J'ai eu aucun désagrément. Et le suivi, j'ai vu ma sage-femme à 3 mois, 5 mois, 7 mois. Et ensuite à 8 mois
Et 9 mois, là, je la voyais, enfin, le dernier mois, je la voyais par contre tous les 15 jours et à l'approche du terme, toutes les semaines. D'accord. Ils m'ont jamais fait de toucher vaginal. Ils m'ont jamais C'est fait... vrai? Non, j'en ai jamais eu. Mais comment ils voient si, par exemple, t'as une béance du col? Ils le voient Le- pas. Parce Il y a que pas de ça, contrôle. justement, ça peut engendrer des menaces d'accouchement prématuré. Ouais, mais ils contrôlent pas. Après, ils partent du principe que j'étais pas en surpoids, j'avais 24 ans, j'étais normale, assez sportive. D'ailleurs, je monte à cheval, ils m'ont dit continuez de monter à cheval, madame, il y a aucun souci. Ils m'ont dit, je faisais beaucoup de crossfit et de courses, ils m'ont dit continuez de courir, il y a aucun souci. Donc maman, elle en faisait elle en était malade qui m'avait dit ça. Parce qu'elle se disait, mais c'est pas possible, faut qu'elle fasse attention. Et en fait, ils normalisent la grossesse, mais vraiment, vous êtes enceinte, mais continuez de faire votre vie comme si vous le sentez. Et en gros, toutes les décisions que vous prenez, si vous avez envie de courir, allez courir. Si ça vous fait plaisir, faites-le. Et en fait, ils ont pas Ouais, ils sont vraiment très open, je dirais. C'est assez étrange quand j'y repense. Mais au final, ça m'a donné une énorme confiance en moi. On pouvait manger des sushis, que au saumon, mais on pouvait manger des sushis parce que pour eux, il n'y a pas de souci, ouais. Ah oui, parce que ça, c'est complètement, enfin, c'est interdit. Enfin, chacune fait comme elle veut après, mais C'est vraiment très déconseillé en France. c'est très déconseillé et limite on peut avoir un sermon de notre gynéco ou de notre sage-femme vis-à-vis de ça. Mais ah oui, non, c'est clair. Ouais, ça c'est vrai que c'est c'est vraiment un autre suivi. Hein. C'est très très. Et puis on m'a dû me faire 2 prises de sang pendant toute la grossesse, je pense. Une au début pour regarder. Et le contrôle des urines aussi, tous les mois? Ouais, ça je l'ai dû faire. Non, j'ai dû le faire 2 fois aussi. D'accord. Et ma grossesse était très logique. Je suivais tout le temps les courbes, tout le temps. Enfin, il y avait vraiment. Puis je me sentais bien. Mais en fait, t'étais pas souvent à l'hôpital au final. Enfin, je veux dire, ou chez jamais. le cabinet des sages-femmes. Parce que... Non, j'étais 4 fois à l'avoir. Ouais, parce qu'en France, c'est pour celles qui n'ont pas eu la toxo, c'est prise de sang et recueil d'urine tous les mois. Alors après, je ne te parle pas de celles qui ont un diabète gestationnel, etc. Mais... Ah là, c'est fichu. Pas de test de diabète gestationnel, pas de test de toxoplasmose. Et moi, je me souviens, je lui avais dit, mais pourquoi vous ne faites pas le test de la toxoplasmose? Elle me dit, est-ce que vous avez été en contact avec des animaux quand vous étiez jeune? Je dis, bah oui, je monte beaucoup à cheval et j'ai beaucoup d'animaux chez moi, donc oui, j'ai été. Bon, du coup, vous êtes immunisé. Bon, très bien. Comme donc, ça. du coup, c'est ça. Elle me dit, vous devez être immunisé, vous faites pas de soucis pour ça. Donc, mais c'est vrai que j'ai continué ma vie très normalement au final, très très simple. Donc, c'est peut-être pour ça. Oscar me dit toujours, si t'avais une grossesse un peu plus compliquée, il y a des suivis. Je sais que j'ai une copine qui a un problème de thyroïde et elle avait un suivi en extra là-bas, par exemple. D'accord. Ouais, donc quand même, c'est pas vraiment que du laxisme, quoi. Non. Ils essaient de vous donner un maximum de chance avec vous et en faisant en sorte que vous ayez confiance en vous, quoi. Ouais. Et pour les petites échos, il y a que 2 échos en Suède, donc là, à 3 mois et à 5 mois. À chaque fois, les rendez-vous, ça durait 10 minutes et c'était tout le temps comment ça va, Victoria? Comment tu te sens? Ils font quand même un suivi psychologique, entre guillemets, un peu plus important que le suivi grossesse, je dirais, pour savoir comment la maman se sent, parce qu'ils mettent un point d'honneur au fait que la maman doit bien se sentir, enfin, happy kids, happy mom, happy kids, comme ils disent. Donc, si la maman va bien, le bébé va bien. C'est un peu leur slogan. Et c'est important aussi, parce que c'est vrai que en France, enfin, ça dépend encore des personnes qu'on en face, mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être surchargés, surmenés, donc des professionnels, je veux dire. Et du coup, le côté est-ce que ça va, ça passe à la trappe, quoi. C'est ça, ouais. Non, là, je me souviens, on avait même des questionnaires à remplir. Elle me mettait, entre guillemets, une note pour savoir, ok, là, elle est un petit peu moins bien, ou là, elle est un petit peu mieux. Faites attention, faites des choses qui vous fassent plaisir. Mangez des sushis si ça vous plaît. Et donc, l'accouchement, alors, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'étais imaginé quelque chose, déjà?
Bah oui, je m'étais dit que moi, je voulais essayer d'aller sans péridurale. Je Ouais. m'étais dit que je voulais aller essayer d'aller tout naturel et puis on verrait. Et en Suède, quand on arrive à l'hôpital, en fait, il y a pas de salle de pré-travail ou de choses comme ça. On rentre directement dans la salle de naissance où on accouchera. D'accord. Et en Suède, on a la possibilité d'avoir un gaz hilarant. Enfin, le masque de gaz hilarant, je D'accord. pense que c'est ça. C'est une des techniques les plus, entre guillemets, probables qu'on va vous proposer pour réduire la douleur. Une fois qu'on a accouché, on vient m'examiner, on m'a fait 2 points. Et en fait, on m'a montré le bébé, on me l'a mis sur moi pendant quelques secondes, et ensuite ils l'ont pris pour lui donner sa vitamine K, lui faire les premiers soins qui sont semblables en France, mais on m'a pas trop expliqué ce qui se passait. Ensuite, ils vont me transférer, mais il est né à 20h48, j'ai été transférée à 1h du matin. Et la condition pour que je sois transférée dans la maternité, ça s'appelle bébé, c'est assez drôle en français de le traduire. Mais pour être transférée à bébé, ils veulent que j'ai fait pipi et que je me sois levée et que j'ai pris ma douche. Ensuite, en Suède, on reste très peu de temps à la maternité. Lucas est né le dimanche soir, j'aurais pu partir le lundi matin, enfin midi. Ah, pour un premier? Ouais. Parce que tu as quand même le bain, les soins, plein de choses à apprendre. Non, il n'y a pas tout ça. Non, ils font en fait une autre stratégie. On reste... Déjà, ils sont pas du tout intrusifs. Du coup, on est parti le mardi à midi, donc je suis restée pas très longtemps quand même. Mais le mardi à midi, je sentais que c'était le bon moment. Nous a rien vraiment... Enfin, si on a des questions, ils sont là. J'ai la télécommande, je peux les appeler n'importe quand. Mais ils respectent notre intimité. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que... Et puis, ils encouragent beaucoup pour l'allaitement en disant « Ouais, tout va bien se passer » et tout ça. Ils ne pèsent pas le bébé, en fait, la première semaine de vie. C'est une stratégie de leur part. Et en fait... Parce qu'il perd du poids, donc ils veulent pas inquiéter les parents. Exactement. Ouais. Et du coup, moi, je me suis lancée à fond dans mon allaitement. J'étais trop fière de moi. J'étais super, ça marche trop bien. Et en fait, ils le pèsent. On a quelqu'un de la PMI. C'est automatique qui va venir. Et par contre, elle vient chez vous et elle fait un entretien pendant 1 heure. Du coup, Lucas avait une semaine, enfin 8 jours. Il est venu le lundi, donc de la semaine d'après. Et elle prend du temps. On est assis, je m'en souviens, on était assis chez nous. On était avec un petit thé et elle prend du temps pour savoir comment allez-vous. Comment te sens-tu, toi, Victoria? Est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que tu veux des conseils? Comment se passe l'allaitement? Et c'est plutôt concentré sur les parents que sur l'enfant. Bon, combien il a pris et tout ça. Et en fait, on le pêche juste à la fin. Et c'est tout. Elle se concentre vraiment sur les parents. Et encore une fois, c'est pareil. Si les parents vont bien, les enfants vont bien aller. D'accord. Et il n'y a pas toute cette pression que j'ai pu ressentir en France pour l'allaitement, même pour... comment s'occuper du bébé. Lucas est resté en peau à peau pendant 1 semaine avec nous. On l'a jamais habillé à la maternité, on n'avait pas toutes ces couches de vêtements, toutes ces gigoteuses et tout ça. Moi, je comprends toujours pas ça d'ailleurs. Il était en peau à peau tout le temps avec moi, et si je le sortais, entre guillemets, je le mettais 2 couvertures sur lui, enfin si je le donnais au papa, et après il se mettait en peau à peau avec Oscar, ou si Oscar était habillé, on le mettait dans une petite couverture, mais il n'y avait pas... toute cette pression que j'ai pu avoir à la maternité en France. Elles se sont bien fait recevoir d'ailleurs. Mais donc voilà. Et pendant la première semaine de vie, il a mis aucun body. Franchement, je l'ai jamais habillé. On le changeait les couches. On trouvait ça vachement plus pratique. Du coup, il était tout le temps... Après, c'est très bien chauffé en Suède. Bon, il est né en hiver, enfin en octobre. Donc il faisait un petit peu froid, mais on n'avait pas de soucis de chauffage. Et ouais, il était tout le temps avec nous en fait. Donc ça, c'était les premiers temps avec le bébé. Et ensuite, en Suède, comment ça se passe? Alors juste, j'avais une question par rapport au bain, parce que tu dis, donc il donne pas de bain la première semaine. Donc non. Je suppose que c'est la personne de la PMI qui vous montre comment faire, parce que ça fait peur quand même pour un premier de faire ça tout seul. Elle nous a demandé si on voulait de l'aide, et on a dit non, ça va aller. D'accord. Et en fait, on l'a fait nous-mêmes. Bon, c'est vrai qu'on... Vous avez senti des choses. Ouais, ça a été. Mais c'était juste, en fait, ils attendent que ils baignent pas l'enfant tant que le cordon ombilical est pas... Oui, il est pas tombé. Pas résorbé. Sec. Il n'y a pas de soin spécial, d'ailleurs, par rapport à ça. On met rien dessus, on attend qu'il soit sec et tombé tranquillement. Pas de désinfection, rien. À la limite, elle m'a dit, vous pouvez mettre du lait maternel si vous voulez. Voilà. Oui, c'est ça, très c'est bien. nature. Ouais. Et donc voilà, c'était pour l'accouchement en Suède. Et comment ça se passe?
Alors, j'avais une question de Marlène Ouais. où elle posait donc quelle différence tu as pu observer au niveau de l'accompagnement à la naissance. Alors, l'accompagnement à la naissance, pour le coup, la France est beaucoup mieux, je trouve. Alors après, je suis tombée sur un cabinet de sage-femme en France très, très bien, qui proposait de la sophrologie, qui m'ont proposé de l'acupuncture, où j'ai pu, vraiment faire des choses, totalement différentes pour préparer la naissance D'accord. du deuxième. Donc ça, c'est pour, la préparation. J'ai trouvé que la France était plus compétente sur la préparation à la naissance. Par contre, la France, j'ai trouvé qu'elle était vraiment, anxiogène au niveau des contrôles médicaux. J'en ai d'ailleurs refusé, quelques-uns parce que, j'ai suivi le programme suédois et en fait, pour moi, c'était la normalité. La normalité était, la culture suédoise, donc je suis partie un peu, pareil qu'en Suède, Ouais. donc j'ai fait Qu'est-ce un que petit tu as peu ma sauce en refusé par France. exemple? Diabète gestationnel, les prises de sang, parce que bien sûr, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Ah oui, parce que moi j'avais essayé de dire non, hein, j'ai pas réussi. Bon, non, mais elle a essayé aussi un petit peu, elle a essayé de me faire culpabiliser un petit peu en mode oui, Ouais. mais si vous avez du diabète, madame, vous vous rendez pas compte et tout ça. Et je lui ai dit, bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? J'accepte de vous faire une prise de sang pour mon taux de glucose. S'il est mauvais, je vais faire le test diabète gestationnel. Et la prise de sang était bonne, donc du coup, je l'ai pas fait. Mais non, et puis j'avais un peu regardé, et j'étais un petit peu énervée de tous ces tests, et du coup, j'avais Ouais. regardé mes droits. Donc j'avais sorti un test de loi, et je m'étais dit, vous savez, avec cette loi-là, j'ai le droit de refuser votre test. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Mais non, non, je me suis sentie un petit peu infantilisée durant celui de deuxième grossesse, parfois. Ouais. Et autrement, les accompagnements, enfin les différents accompagnements à la naissance, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, ouais, j'ai préféré, donc quand j'ai accouché en France, j'ai accouché dans un hôpital français, À Saint-Nazaire, en si je me oui, à rappelle. Saint-Nazaire, exactement. J'ai accouché à Saint-Nazaire, j'ai demandé à accoucher en salle nature. D'accord. Pour la petite anecdote, j'avais été visiter l'hôpital, il m'avait fait visiter la salle nature, j'ai accouché juste avant le confinement. Et j'avais pu donc visiter tout ça, et j'avais demandé, est-ce que ça arrive beaucoup qu'il y ait des gens qui accouchent en salle de pré-travail? Elle me dit non, madame, ça n'arrive jamais. J'étais ah, ok. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai accouché en salle de pré-travail. Donc je pense que je l'avais pressenti. Donc là, j'ai eu mon accouchement naturel jusqu'au bout, j'ai pas eu le temps d'avoir de péridurale parce que j'ai passé de la porte de l'hôpital toujours en marchant, toujours en ayant le sourire, toujours en parlant, en expliquant à la sage-femme, écoutez, là j'ai des contractions, je sens que je pense que c'est pour bientôt. Et elle me dit, installez-vous dans cette salle, déshabillez-vous, je vais venir faire le monito. Et en fait, elle est partie, elle a même pas eu le temps de faire de monito, même pas eu le temps de faire Il de toucher arrivait quoi. vaginal, rien. Ouais. Je me suis retournée, j'ai dit, je crois que je perds les os, je crois que je suis en train d'accoucher, ou je me fais caca dessus, je ne sais pas, mais il y a un truc. Du coup, je pense qu'il faut que... Je dis à Oscar, appuie sur le bouton rouge, je pense qu'il faut qu'elle revienne. Et puis quand ils sont revenus, bah oui, j'accouchais, et il est né 20 minutes après, peut-être un quart d'heure après. D'accord. Donc ça a été très rapide. J'ai adoré la bienveillance de l'équipe, j'ai adoré parce que j'avais vraiment entendu des choses comme quoi en France c'était pas bienveillant et tout ça. J'ai trouvé ça très comparable à la Suède, franchement. Ouais. Donc, du coup, j'ai pas testé les salles de naissance françaises, donc je peux pas vous dire. Mais l'équipement, j'ai adoré. Enfin, vraiment, les équipes étaient très sympas aussi. Et j'ai beaucoup aimé qu'après, on me laisse un peu tranquille et qu'on vienne m'expliquer, ok, donc là, je vous prends votre bébé. Ils m'ont pas annoncé le sexe en plus, donc ça m'a plu. Et là, je vous prends votre bébé et on va lui faire ça, on va lui donner sa vitamine K si c'est ok pour vous. Enfin, j'ai trouvé un petit peu plus respectueux. Après, je sais pas s'il y avait eu peut-être qu'elles m'ont expliqué en suédois et je m'en souviens pas et que j'étais dans ma bulle. Donc je laisse le doute planer. Par contre, il y a vraiment un truc que j'ai pas aimé en France, c'est
la pression qu'on m'a mis pour mon allaitement, alors que c'était un second allaitement, je savais où j'allais, je savais comment faire, entre guillemets. Et on était là, non mais madame, là faut le réveiller, il prend pas assez de poids et des choses comme ça. Et ils m'ont mis la pression pendant 15 jours, j'étais trop stressée. C'est vrai? Et on allait me réveiller la nuit pour le réveiller, pour le mettre au sein. Mais là, alors, cette pauvre auxiliaire de puéricultrice là qui est venue me réveiller, je l'avais incendiée parce que je lui ai dit, mais de quel droit vous permettez? Ah, mais c'est pour votre bien. Ou pareil, les dames qui me disaient, oui, pourquoi vous habillez pas votre enfant? Pourquoi il est en peau à peau? Enfin, remettre ça en question. Du coup, à chaque fois, je leur ressortais, bah écoutez, on vient d'avoir un enfant en Suède, moi je suis comme en Suède. Donc, du coup, c'était mon argument. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question de Marlène. Ouais. Alors, elle en avait une autre concernant le maternage proximal. Comment ça s'est passé? Donc, tout ce qui est cododo, portage, allaitement. Alors, portage, ils sont assez... C'est pas assez... C'est qu'il y a une très grosse marque, je pense que tout le monde... je vais pas la citer, mais je pense que tout le monde saura laquelle c'est. Une grosse marque qui fait des portes-bébés qui sont pas du tout physiologiques. Il n'y a pas encore de monitrice de portage. Et il y avait un magasin où ils faisaient vraiment des portes-bébés physio et tout ça à Göteborg. Je me souviens, j'avais été alors que c'était à 3 heures de chez moi pour choisir mon porte-bébé où j'ai acheté un porte-bébé physiologique et une écharpe. Et ils sont pas très très forts en portage physio, mais ils tendent quand même à porter. Et surtout, il y a un souci technique, c'est parce que l'hiver, s'il y a trop de neige, on peut pas sortir la poussette, donc ils sont un peu obligés de porter. Et même au niveau de la chaleur, ils sont obligés de porter. Donc après, c'est pas forcément physio, mais ils le font quand même beaucoup. Je pense qu'il y a un créneau à prendre pour les monitrices de portage. S'il y en a qui veulent lancer un business là-bas, je pense que vous pouvez y aller. Et ils ont peut-être les écharpes aussi. Parce que les écharpes, tout petit, c'est pratique aussi, les écharpes. Ouais, mais après, moi, j'avais pas réussi à me lancer toute seule. J'aurais voulu faire un atelier de portage. Et il y en a, ils commencent, mais c'est un petit peu alternatif, entre guillemets. Il faut dire que la Suède, même si elle a toute ce maternage proximal et tout ça, ils sont pas du tout nature, huile essentielle, ça se trouve pas du tout en Suède. Homéopathie, on n'en a pas. Non, j'avais parlé à ma sage-femme, de l'homéopathie. Elle était, mais c'est quoi l'homéopathie? Je connais pas du tout. Quand je disais que je faisais mes crèmes tout seul pour les enfants, ils étaient là, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Elle se prend pour une chimiste. Donc du coup, je disais, non, mais je mets du beurre de karité là, parce qu'on avait un petit souci de peau à 3 mois, des petites rougeurs, et elle me dit, oui, il faut mettre la cortisone là. Et donc ils sont très... ils médicalisent assez rapidement. C'est assez paradoxal, hein. Pour le cododo, ils recommandent 6 mois à 1 an de dormir avec l'enfant dans la chambre, mais pas forcément dans le lit. D'accord. Ça, c'est pour une question de sécurité. Ils disent que c'est mieux que l'enfant ait son lit, mais avec les parents. Donc ça, c'est c'est comme ça qu'ils recommandent, mais beaucoup de personnes dorment avec l'enfant dans le lit. Hein. Et l'allaitement, c'est vraiment très très normalisé. Le fait qu'on ait des congés parentaux longs rend la chose très facile. Enfin, très facile. Je dirais pas très facile, mais beaucoup plus facile à mettre en place que si on avait des congés parentaux. Ouais, exactement. Justement, justement, on va venir à la question de Mariette. Alors, elle posait, y a-t-il un congé maternité rémunéré en Suède et le congé paternité, combien de temps? Alors, comment ça se passe en Suède? On a un congé global, parental, de un petit peu plus de... Je vais faire dans la simplicité, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ce que je vais expliquer, mais on a un congé parental d'un petit peu plus d'1 an et demi, presque 2 ans, mais on a des jours qui sont un petit peu moins payés et des jours qui sont un petit peu plus payés. On a 3 mois moins payés. Et du coup, on a presque 2 ans. On choisit, comme on veut, de le répartir. On choisit vraiment... on peut moduler, en fait, nos sous qu'on a par mois. On touche 80% de notre salaire. Pendant les 2 ans. Ouais. Donc 1 an et demi et quelques... Enfin, après, on a 3 mois un petit peu moins, mais... et on peut choisir, par exemple... Il y a 3 mois obligatoires pour le papa. D'accord. Et on peut choisir de prendre, par exemple... Moi, je prenais à 80%.
et ça me permettait de bosser à 20%. Donc je pouvais prendre quand même, vu que j'étais à mon compte, des clients. Je pouvais passer mes factures donc moi je bossais le soir, mais normalement il faudrait avoir un jour dédié pour ça, mais bon après eux ils viennent pas regarder comment moi je m'organise dans ma vie. Et du coup j'ai bossé pendant très longtemps à 80%, ce qui veut dire que à 20%, pardon, ce qui veut dire que si je réduis un petit peu mon temps, ça m'ajoute des jours. D'accord. Je sais pas si c'est logique, mais en fait on peut prendre ce congé parental jusqu'aux 6 ou 8 ans de l'enfant. Et beaucoup de Suédois, en fait, mettent les enfants à la crèche vers 1 an et ils gardent des congés parentaux pour se prendre des grandes vacances l'été ou pour aller, ils peuvent se prendre des congés parentaux même à 4 ans. Ok, on part 6 mois et ils conjuguent avec les vacances. Donc c'est des congés parentaux très flexibles et c'est vraiment génial. C'est vraiment... vu que j'ai eu 2 enfants très rapprochés, je cumule en fait. J'ai pas eu besoin de retourner à travailler parce que vu qu'il y a j'ai eu une grossesse à moins d'1 an d'écart, et ça roule en fait. Ouais, Enfin, c'est intéressant. Mais alors, le fait que tu sois revenu en France, tu vas pas avoir droit à ça? Tu pas un peu triste, non, là, c'est du fini. coup? Ouais, c'est vrai que c'est pas la même chose, hein, mais non, si ça va. Et puis on a pu mettre aussi un petit peu de sous de côté parce que 80% de salaire, il faut savoir que les salaires sont un petit peu plus élevés qu'en France, donc on gagne bien. Mais oui, c'est vrai que ça, c'est un des désavantages d'être parti de la Suède. Ok. Et comment ça s'est passé pour Lucas? Oscar, il a pris son congé paternité quand? Alors, Oscar a pris son congé paternité aux 8 mois de Lucas à peu près, 9 mois. D'accord. Et il faut savoir que vu que je travaillais à la maison, j'étais encore avec eux. Donc au final, on était tous les 3 à la maison et c'était trop bien. Et il a pris 5 mois, enfin il a pris 6 mois, mais il avait ajouté des vacances. Et on a encore des congés parentaux qui sont gardés, et si on rentre en Suède un jour, on peut les reprendre. C'est bien ça. Ok, Ouais. et donc il a profité de son congé paternité, il était content, il était heureux. Ouais, très investi, il était à faire plein d'activités. Mais il a un petit regret, il l'aurait pris peut-être un petit peu plus tard et me laisser un petit peu plus longtemps à la maison au final. Si on avait pu le refaire, parce que il aime bien faire des activités. Enfin, Lucas marche un petit peu plus tard et du coup, il aurait préféré quand Oui. il commence à... Des activités peut-être un peu plus sportives, Ouais, marcher, c'est ça, des choses. Ouais, vélo, exactement. des choses comme ça. Ouais. Puis commencer à faire des puzzles, des choses ou des activités où on a, entre guillemets, on apprend des choses. Il adore faire ça. Donc, si c'était à refaire, il avait dit, on changerait. Et du coup, pour William, qui est né en France, qu'est-ce qu'il a eu comme congé, Oscar? Et alors là, ça a un petit peu changé la donne du fait que, vu qu'il avait son entreprise, il a juste pris ses 15 jours, entre guillemets, il y a 3 semaines obligatoires, pardon. 3 semaines obligatoires quand... Ouais, donc il a toujours eu droit à son congé paternité suédois. On a eu le droit pendant 1 an après notre retour. Donc là, ça vient juste de s'arrêter. D'accord. Et du coup, là, c'est moi qui l'ai pris entièrement. Il a rien pris pour William, du fait qu'il travaille à la maison, qu'on est tout le temps ensemble et que, en fait, de toute façon, il peut pas trop, vu qu'il est à son compte là pour le coup. Il n'était pas à son compte avec Lucas, il a fait un changement entre les 2 enfants, donc au niveau du flux de travail, il n'avait pas trop le choix. Après, on a une vie un petit peu atypique. On travaille sur la sieste des enfants et on est tout le temps ensemble, donc c'est un peu comme s'il était en congé parfois. Et puis le Covid, ça doit pas arranger les choses non plus. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Ok, j'avais une question un peu curieuse de Atelier Romita. Alors, dans les pays nordiques, en Suède aussi j'imagine, ils ont l'habitude de laisser faire la sieste des bébés à l'extérieur, donc dehors, même quand il fait très très froid. Oui. Donc comment tu expliques ça? Alors, c'est assez logique au final, quand on est dedans. Alors moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, hors de question, mon fils n'ira pas dormir dehors, je ne veux pas qu'il attrape un rhume. Et en fait, ils dorment vachement bien. Parce que déjà, il n'y a pas de bruit, enfin, à part si on est en ville, mais en général, ils dorment dans le jardin, donc il n'y a pas de bruit. L'air frais, je sais pas ce que ça leur fait, mais ils dorment trop bien au niveau des siestes.
Il faut dire qu'ils sont aussi très couverts. Hein. On a dans la poussette une chancelière qui supporte -30. Donc le bébé peut être même en body à l'intérieur, il chauffe comme dans un four. Et on met une couverture en plus sur la poussette et il dort vraiment hyper bien. Donc c'est assez curieux au début quand on les voit. Et en fait, on s'habitue vite et tous les enfants l'ont fait. Paradoxalement, on le fait moins en France parce que je pense que c'est plus humide aussi. Enfin moi, en tout cas dans la région laquelle on vit. Et le froid sec est beaucoup mieux. Et ils dorment principalement dehors au final l'hiver. Et non, il y en a beaucoup qui dorment dehors. Et là, on est allé en Suède pour Noël et les enfants dormaient... Enfin, le plus petit a dormi dehors dans la poussette. D'accord. Donc c'est que aux siestes. Non, que pendant la sieste. Et puis on le mettait dans le jardin, on le voyait et on attendait qu'il se réveille. C'est une petite tradition qui vient aussi en France parce que j'ai entendu je sais plus aux infos, une crèche qui se mettait à faire ça. Ouais, ça m'étonne pas. C'était, ça faisait un peu peur au début aux parents, mais au final, ils ont vu les bienfaits, ça se passait bien, donc tout le monde et était c'est content. aussi, je pense que c'est aussi pour le son, hein, parce que si on met 2 enfants à dormir dehors et qu'il y en a un qui pleure ou des choses comme ça, ça a moins résonné que dans une pièce, c'est vrai. Je pense. Et il parlait aussi de qualité d'air. La qualité de l'air à l'intérieur, ça peut vite être pollué surtout s'il plein y a de choses. 5 enfants dans la même pièce. Et donc dehors, ils sont moins malades, c'est peut-être plus pur. Ouais, c'est ça. Et ouais, ils sont moins malades aussi. Bon, écoute, t'as eu 2 accouchements très différents, donc au final, tu préfères... Enfin, si t'avais une préférence, qu'est-ce que tu dirais ? Je pense que j'ai quand même préféré celui de la France parce que j'ai accouché sans péridurale et j'avais vraiment envie d'accoucher sans péridurale. Mais celui de la Suède était aussi très bien. Enfin, j'ai 2 souvenirs magnifiques. Puis vu que c'était aussi mon premier accouchement, ça a une saveur différente. Je savais à quoi j'allais m'attendre. Enfin, je savais à quoi m'attendre pour le deuxième. Donc, mais c'est vrai que c'était... Non, j'ai aimé la rapidité du deuxième. Mais au final, quand on accouche trop rapidement, j'avais l'impression de ne pas avoir accouché. Donc ça aussi, c'était assez paradoxal. Ouais, t'as pas eu le temps d'apprécier les moments. Ouais, c'est ça. Bon, on va passer aux enfants un peu plus grands. Donc, avec une question de Mariette qui me demande comment se passe la garde des jeunes enfants jusqu'à 6 ans. Est-ce que y a une assistante maternelle, une crèche ? Comment ça se passe en Suède ? Alors, déjà, les assistantes maternelles, ça existe pas. Il y en avait un petit peu il y a quelques temps, mais on peut peut-être en retrouver, mais ça n'existe pas parce que du fait qu'on a des congés parentaux très longs, les enfants vont à la crèche directement. La crèche, c'est ils les prennent vers 1 an et demi jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc en fait, c'est la maternelle. C'est la crèche et maternelle. Il y a le même fonctionnement, entre guillemets, qu'une maternelle ou qu'une crèche, mix, si vous voulez. C'est un mix entre les deux. Ils sont par âge, ils sont par groupe, donc c'est un petit peu pareil. Après, c'est différent. Enfin, c'est différent. Il y a plusieurs crèches, il y a différents types de crèches. Il y a des crèches privées, il y a des crèches publiques. On peut choisir une crèche qui est proche de notre lieu de travail ou non. Il faut dire aussi que les Suédois ont une culture du travail très axée sur la famille. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que si une maman ou un papa n'est pas heureux dans sa famille, si par exemple il ou elle a l'impression de passer trop de temps au travail, d'être tout le temps travaillé, d'être frustré de ne pas voir sa famille, il ne fera pas du bon boulot. Donc ils partent du principe que c'est très important que, par exemple, les parents aient la possibilité d'aller chercher les enfants à 16h à la crèche, et il n'y a aucun souci. Ils partent aussi du principe que si on veut prendre un congé parental juste à mi-temps sur les 2 parents pendant 2 ans, c'est ok. Donc par exemple, les parents travaillent il y en a un qui travaille que le matin, l'autre que l'après-midi, comme ça, ils peuvent s'occuper de leur bébé. Donc il y a vraiment pas de... Il y a pas vraiment de, entre guillemets, recette. Enfin, je ne saurais pas dire, tous les enfants vont à 1 an à la crèche ou pas. Enfin, c'est vraiment très personnel quand ils vont choisir le moment d'aller à la crèche. Il y en a qui iront qu'à 3 ans. Enfin, c'est vraiment en fonction. Donc l'école, elle est obligatoire à partir de 6 ans. Exactement, oui. D'accord.
Exactement. Donc, il n'y a pas d'obligation avant 6 ans. Ok. Et quel est le rythme scolaire à partir de 6 ans pour des... Alors, à jeunes partir de 6 ans, ils vont aller à l'école jusqu'à 15 heures à peu près. Ils iront pas à l'école à plus tard que 14-15 heures. Et ils finissent très tôt l'école. Ouais. 16 heures si on est au lycée, donc là je parle un petit peu plus vieux, mais Ouais. ils finissent très tôt l'école et ils vont l'après-midi faire des activités entre guillemets à l'extérieur. C'est un peu comme le système allemand, on voit ça en Allemagne. Donc ils vont finir l'école assez tôt, aller faire ça. Des activités, Et donc du sport, ouais, du exactement. culture, musicale, des choses comme ça. Exactement, ouais. Et ils ont aussi, oui, il y a beaucoup de musique, ouais, de dessin, de choses comme ça. Ouais. Ils ont pas les mêmes vacances que nous. Ils vont pas avoir 2 semaines. Ils commencent l'école déjà début août, au 10 août. D'accord. 10 août, c'est la rentrée des classes. Pourquoi ? C'est parce que aussi, ils finissent plus tôt que nous. Ils vont finir mi-mai, fin mai. Pourquoi ? D'accord. C'est parce que la saison... C'est parce qu'en juin et juillet, c'est là le plus chaud en Suède. Et en août, il commence à faire hyper froid. J'étais arrivée en août, moi j'avais déjà ma doudoune d'hiver de France, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est plus D'accord. une question de climat. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont 1 semaine de vacances en octobre, 2 semaines à Noël et 1 semaine en février, je crois. Et après, ils finissent en mai. Ils ont moins de vacances scolaires que nous. Ils ont, par contre, moins d'école jour pour jour. Par contre, ils vont à l'école du lundi au vendredi. Il n'y a pas de pause le mercredi. Donc là, quand j'ai expliqué à Oscar que le mercredi, c'était le jour des enfants ici, il me disait « Ah bon ?» Donc ça n'existe pas en Suède. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont d'autre par rapport à l'école ? Bah c'est tout. On peut choisir quand ils vont... Ouais, il y a l'école élémentaire et après quand il y a le collège et le lycée, en fait, ils choisissent leur spécialité. Donc ils peuvent choisir... je vais dans un lycée général, mais avec des heures de coiffure, par exemple, ou des heures de mécanique. En fait, ils font leur programme comme ils veulent. Donc, ils choisissent des options, des collèges ou des lycées. Là, par exemple, j'ai la petite cousine d'Oscar qui est partie dans un collège parce qu'elle adore dessiner, donc elle a plus de dessins que les autres. Donc voilà. D'accord. Donc, ils font leur programme à la sauce. C'est bien ça. Ouais, j'avais une question de Marlène qui demandait le partage des tâches, la charge maternelle, des différences entre les 2 cultures et les 2 pays. Donc, comment t'as vécu ta charge mentale vis-à-vis des enfants, de la maternité Bah ça va, je dirais qu'elle est plus importante en France qu'en Suède. Et aussi depuis qu'on a déménagé en France, du fait qu'Oscar ne parle pas le français, donc c'est moi qui gère, en ce moment on est en train de rénover une maison, donc c'est moi qui gère la rénovation, c'est moi qui gère la crèche, c'est moi qui gère les médecins. Parce que si lui, par exemple hier, il a été emmener les enfants à la crèche, bah quand elle lui a dit quelque chose, il me dit je sais rien de ce qu'elle m'a dit, donc c'est un peu embêtant. Mais du coup j'ai l'impression que ma charge mentale est un petit peu plus grande qu'en Suède, où on pouvait vraiment diviser tout par 2. Il faut savoir aussi qu'en Suède, les hommes aident à... Enfin, c'est pas aide d'ailleurs, c'est pas le mot propice. Les hommes prennent leurs responsabilités autant que les femmes. Donc j'ai jamais vraiment eu à me poser la question, ok, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Enfin, c'est vraiment du 50-50 surtout. Alors après, bien sûr, on a réparti les tâches de manière à ce que moi je fasse ce que j'aime et lui fasse aussi ce qu'il aime. Par exemple, moi je préfère faire le linge et lui préfère faire la vaisselle, donc ça c'est un petit détail, mais on a chacun nos tâches, mais après personne n'empiète et puis il a pas besoin de me dire, j'ai pas besoin de lui dire Oscar, est-ce que t'as pensé à faire ça, est-ce que t'as pensé à faire ça, il le fait de lui-même. Donc c'est vraiment très très égaux les tâches au quotidien, ce qui permet de réduire la charge mentale énormément, je trouve, et de pas avoir tout sur les épaules H24. Donc ça c'est vraiment la culture suédoise, parce que je vois même mon beau-père, donc qui a 71 ans demain, c'est lui qui fait même plus dans le foyer que elle. Donc c'est vraiment, même dans les autres générations, c'est normal. Par exemple, il s'occupait des enfants, il allait faire à manger, enfin il y avait aucun souci, il allait pas juste s'asseoir et attendre que ça se passe et que la femme fasse tout dans le foyer. Donc la charge mentale, je pense qu'ils ont un train d'avance là-dessus. Et à quoi c'est dû ça ? Est-ce que tu saurais expliquer ? En fait,
Ouais, je pense parce que je me suis posé la question. En fait, il m'expliquait, je parle beaucoup avec mon beau-père et il est très intéressant, et il m'expliquait que lui, quand il vient en France, il a l'impression que il voit ses parents. Donc il a 70 ans, comme je viens de le dire, enfin 71, et il voit ses parents. Par exemple, mes parents, ma mère a toute la charge mentale, mon père travaille, mais ma mère s'occupe de toute la maison, donc ce qui est entre guillemets normal, ce qu'on voit au jour le jour en France. Et lui, mon beau-père m'expliquait, moi j'ai l'impression de voir mes parents, donc ses parents qui étaient nés dans les débuts des années 1900. Donc je pense que juste la Suède a un train d'avance et est très pionnière, sur toutes la qualité de vie, au jour le jour au sein du foyer, pour la famille, pour les enfants, pareil avec tout ce que enlever le châtiment corporel en 79 ou les choses comme ça. Enfin, je pense qu'ils sont juste vraiment en avance, et ça va arriver en France, mais il y a encore un petit peu. Je pense que ce sera pour peut-être la génération future. Bon, c'est bien, on est sur le bon chemin. Mais alors du coup, les femmes ont commencé à travailler plus tôt qu'en France, tu penses? Ouais, je pense. Ouais. Je pense aussi que en fait, les femmes et les hommes sont très égaux dans tous les sens du terme. Et comme je l'expliquais dans le podcast la dernière fois sur le mariage, ça devient là de nos jours commun, entre guillemets, de demander son mari en mariage, enfin son compagnon en mariage, plus du côté féminin, parce qu'ils sont égaux jusqu'au bout. Les salaires tendent à être vraiment égaux aussi, mais du coup la répartition des tâches est égale, et tout ça s'ensuit. Et ça fait quelques années déjà, parce que ma belle-mère, donc elle a 66, elle travaillait très tôt, enfin tu vois, c'était la culture du travail très importante, et femme indépendante et forte déjà. Donc je pense que c'est ça. D'accord. Alors moi je voulais te demander parce que les Vikings, donc je pars vraiment dans les Tu parles loin. Il y a très longtemps. Donc j'avais retenu que les femmes dans cette société-là des Vikings, pouvaient être des guerrières aussi, elles pouvaient être des combattantes à l'égal des hommes. Donc est-ce que c'est pas aussi cet héritage-là qu'ils ont gardé en Suède? Je pense que c'est dans leur gène, ouais. Non, franchement, je pense que t'as vraiment mis le doigt sur la chose. Je savais pas, tu vois. Après, je me trompe peut-être, hein, mais Non, je pense pas. Non. On va passer à l'éducation en général. Alors, quelle est toi ta vision de l'éducation aujourd'hui? Alors, je pense que je pourrais la qualifier de très bienveillante, toujours à essayer d'écouter les besoins des enfants, de pas... Enfin, je vois par exemple, concernant le sommeil, c'est vraiment un gros sujet. J'allaite encore mes 2 enfants, donc je fais du co-allaitement. Le sommeil, c'est entre guillemets un hot topic entre nous avec mon compagnon, parce que mon plus petit ne dort pas encore. Et enfin, il dort très bien, mais il se réveille encore beaucoup. Et en fait, c'est vraiment le laisser, s'il a besoin de se réveiller, s'il a besoin que je le rassure la nuit, il y a pas de souci. Enfin, c'est comme ça. C'est un peu la joie de la parentalité, avec ses hauts et ses bas. Et ouais, vraiment faire plein d'activités avec eux, le partage, puis les écouter. Voilà, je pense que je résumerais ça comme ça. D'accord. Et Oscar, du coup? Oscar, c'est assez rigolo parce que à l'origine, il est dans la bienveillance. Il arrive très bien à garder son calme, il est très pédagogue, mais il ne se pose pas forcément de questions, il va pas forcément faire des recherches sur ce qu'est, par exemple, l'allaitement long ou des choses comme ça. Il suit un peu ce que, des fois, moi, je fais toutes les recherches par rapport à, ok, est-ce qu'on fait la DME ou pas? C'est plutôt moi qui vais lui dire, ok, on fait les couches lavables, on teste, enfin, je suis un peu celle qui va dire on teste des nouveaux trucs, mais à côté de ça, lui, il a cette vision de l'éducation très calme, très posée et très... je ne fais pas à mon enfant ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Je pense que c'est sa vision des choses. Ok. Et comment vous arrivez à gérer les différences que vous avez? Des fois, vous pouvez être en désaccord. Comment vous gérez ça? Beaucoup de paroles. On discute. En général, on essaie de trouver un compromis.
Mais c'est parfois dur parce que, par exemple, la DME, il n'était pas forcément convaincu. Je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient à l'esprit. Il n'était pas forcément convaincu et après, il en était... parce qu'il avait peur, ce qui est légitime, hein, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde de faire la DME. Je le recommande vraiment pas à tous les parents. Mais au final, il en était vraiment hyper content derrière. Donc, et après, il y a des choses que moi, j'ai envie de mettre en place. Par exemple, je voulais vraiment pas d'écran du tout pour les enfants 0, 0, 0, 0. Alors là, on se rejoint là-dessus, mais des fois, il me dit, Victoria, on peut pas faire 0. Enfin, ils en auront des écrans, ils grandiront avec. Donc, on essaie de faire des compromis et de trouver tout le temps. Et on parle beaucoup, en fait. C'est vraiment la communication qui est pour réussir à désamorcer nos désaccords. On n'en a pas trop quand même. D'accord. Mais vous avez ces discussions-là devant les enfants ? Non, en général, on les a le soir. Parce que devant les enfants, on est une équipe unie et on va jamais... s'il y en a un qui dit quelque chose, même si je suis pas forcément d'accord, je lui en parlerai le soir pour lui dire ok, là je pense que peut-être, parce que c'est moi qui suis un petit peu la plus soft, enfin la plus douce avec les enfants. Et je dis là, je pense que t'as peut-être été un petit peu trop dure, et oui, il va me dire je pense que t'as été un peu trop douce justement. Donc c'est plutôt le soir où on fait notre briefing de la journée, si on n'est pas trop fatigué. D'accord. Et ça lui arrive d'être dur, du coup, parce que du coup, tel que tu décris, je le connais pas, Oscar, mais tu disais que c'est quelqu'un qui ne crie jamais, qui garde toujours son calme, donc. Mais il arrive des fois où il est dur. Alors, il n'a jamais crié, même sur moi, même sur les enfants. Je l'ai jamais vu avoir un mot plus haut, mais ça, c'est dans sa nature. Ouais. C'est très suédois aussi, hein. Et il va être intransigeant sur certaines choses. C'est-à-dire que même si on a une éducation très bienveillante, même si on laisse les enfants découvrir plein de choses et tout ça, il y a un cadre et il y a un cadre de référence, et ça, il est intransigeant sur le cadre de référence et il y a des limites à pas dépasser. Et si Lucas, donc par exemple, je prends l'exemple de ce qui nous arrive en ce moment, il jette les jouets sur son frère. Ça, c'est un vrai problème. Et en fait, dès qu'il jette le jouet, Oscar va très calmement le prendre, l'asseoir sur une chaise, se mettre à sa hauteur, ça c'est vraiment très important, et lui expliquer non, Lucas, on ne jette pas les jouets sur ton frère. Et il va lui réexpliquer, et si à un moment, enfin il lui explique que si il rejette le jouet s'en va, etc. Et il peut garder son calme, alors que moi, dans des situations comme ça, je vais vraiment perdre patience. Mais Oscar peut vraiment rester impassible, mais par contre intransigeant. Donc c'est vrai que il y a un cadre de référence qu'on ne s'enlève pas. Ok. Alors, petite question, je sais pas si tu vas y répondre. Ouais. Pourquoi la Suède a aboli les VO si tôt, donc en 1979 ? Et pourquoi ? Quels sont les événements qui font qu'ils en sont arrivés là ? Je pense que c'est un petit peu pareil que ce qu'on avait dit précurseur dans... Alors là, je sais pas, j'ai pas trouvé, j'ai fait quelques recherches, mais j'ai pas trouvé exactement pourquoi ça a été aboli si tôt. Je pense que c'est parce que, justement, comme on le disait précédemment, ils sont précurseurs dans tout cela. Mmh. Et les événements, écoute... précurseur. j'ai pas vraiment réussi à trouver de... Ou alors c'est peut-être plutôt pourquoi la France est si en retard, quoi. Ouais, peut-être. Peut-être. Alors, il y en a beaucoup en France qui vont qualifier les enfants suédois comme des enfants rois, une génération d'enfants rois. Qu'est-ce que tu leur répondrais à cela ? Je pense que c'est pas vrai. Enfin, pas vrai. En fait, je pense qu'on a un problème en France, et c'est qu'en fait, l'éducation bienveillante est arrivée dans les années... Enfin, il n'y a pas très longtemps. Et l'éducation bienveillante, je pense que ça a aussi créé un problème parce qu'il y a certains parents qui ne font pas la différence entre la bienveillance et mettre ses limites. Et en fait, avoir une éducation bienveillante ne veut pas dire que l'enfant a le droit de tout faire. Et ça, je pense que c'est un amalgame qui a été fait avec tout ça. Et j'ai l'exemple, enfin, j'ai vu des enfants qui ont eu aucune limite. C'est vrai qu'après, c'est bienveillant à l'origine, mais au final, ça l'est pas vraiment. Et c'est ce que je disais, Oscar peut être dur parfois, à mon sens, mais au final, il a une limite avec nos enfants. On a un cadre. Ils ont le droit
de faire beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'un enfant de 1 an, 2 ans ou 3 ans n'est pas capable de faire, dans le sens où si je le laisse jouer avec un couteau, si je lui dis pas non, bah il y aura un problème. Donc c'est aussi pareil, j'avais beaucoup culpabilisé d'utiliser un parc, parce que dans ma maison, en location, il y avait un problème, on avait un escalier, enfin on était obligé d'utiliser un parc pour séparer une pièce. Et on m'avait dit, mais enfin, c'était quelqu'un en Suède qui m'avait dit, mais Victor, si tu laisses ouvert ta maison, dans ces cas-là, ou laisse ouvert la porte, parce que faut aussi qu'il y ait un cadre de référence, et là, c'est juste une question de danger. Et en fait, c'est un peu pareil avec l'histoire des enfants rois, c'est qu'il y a une différence à faire entre les limites ou non, en fait. Et la bienveillance, je pense que c'est deux choses différentes. Donc voilà, parce que c'est ça mon point de vue sur les enfants rois. Ok, et comment ça se passe du coup dans le monde du travail, parce que ces jeunes entre guillemets enfants rois, mais enfin qui sont plus qui ont baigné dans la bienveillance, comment ça se passe dans le monde du travail? On parlait déjà tout à l'heure du fait que les employeurs sont très flexibles et donc ils peuvent laisser partir entre guillemets les employés à 16 heures s'il le faut pour être bien en fait dans sa tête, pour avoir un superbe équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais alors du coup, est-ce que il y a un impact sur la productivité? Est-ce que comment ça se passe le management? Est-ce que t'as des réponses là-dessus? Alors, ou ton expérience personnelle? Ouais. La première chose, j'ai parlé juste du travail en Suède, comment ça. Donc oui, c'est très bienveillant dans le travail aussi. Par contre, ils nous donnent, ils nous font confiance à 200%, mais il faut pas dépasser les limites non plus. Ils partent du principe que bah oui, on vous laisse partir à 16h, vous avez des choses à faire, oui, et c'est ça. Mais par contre, si vous êtes là de 8h à 16h et que vous êtes sur Facebook toute la matinée et que vous faites 2 mails dans la journée, ça passera pas. Donc ils partent du principe que on vous donne un cadre de travail très avantageux, mais faut le rendre l'appareil et bosser et donner en fait 100% de soi-même. Donc ça, c'est vraiment entre guillemets une relation de confiance. Pareil, juste un petit exemple, si on est malade, j'appelle et je dis que je suis malade, j'ai pas besoin de faire de déclaration d'arrêt de travail pendant 15 jours, parce que bah si j'appelle pour être malade, je vais pas mentir en fait. On a une relation de confiance énorme avec notre employeur, mais à côté de ça, on n'est pas non plus là pour rigoler, donc c'est la Suède en fait. Ça c'est un symbole de la Suède. Pour les horaires, on fait nos horaires comme on veut. Je suis quand même tombée sur une entreprise qui était un petit peu francisée, je dirais, mais la plupart des entreprises, on fait nos horaires, on fait comme on veut. On a aussi les rendez-vous médicaux qu'on est autorisé à faire pendant nos horaires de travail, parce que ça fait partie de notre journée de travail. Donc si j'ai un rendez-vous chez le dentiste, j'ai pas besoin de dire bah je vais chez le dentiste, c'est juste j'ai un rendez-vous médical et il y a pas de souci. Ou si je vais chez la gynéco par exemple. D'accord, ouais, donc ça, même c'est pendant même hors grossesse, quoi, je veux dire. Oui, c'est ça, ouais. Okay. On a aussi, pareil pour le bien-être au travail, on a 1 heure par semaine de sport inclus dans notre horaire de travail, et ils nous paient notre abonnement de sport. Après, c'est volontaire, hein, mais c'est très recommandé. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça, ouais, c'est la culture du travail qui est très axée famille, qui est très axée bien-être. C'est vraiment dans le bien-être, ouais. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de mais on bosse plus qu'en France, qui changent d'entreprise régulièrement, tous les 2-3 ans, 5-6 ans, je sais pas? Oui, ouais, parce qu'on fait la course au salaire. On fait la course au salaire, on fait la course... Et puis là, c'est qui va nous proposer le meilleur bien-être au final, parce qu'on peut toujours proposer plus. Donc du coup, des fois c'est assez... On a des salles de sieste, on a des grosses entreprises, même sur les petites entreprises, il y a pas mal de bonus. Donc après, c'est la course au salaire tout le temps, je pense. Mais ils arrivent quand même à fidéliser. Mais alors du coup... Tu parlais tout à l'heure du congé parental qui pouvait être repris 6 mois quand l'enfant a 4 ans pour faire, je sais pas, un gros voyage. Comment c'est géré ça du point de vue de l'entreprise, je veux dire, qui voit partir un salarié à chaque fois qu'il y a une personne qui part en congé maternité ou paternité,
on prend un vicariat, en suédois c'est vicariat, mais je ne trouve plus le mot en français. Comment ça s'appelle un remplacement, tout simplement. Ils prennent un remplaçant pour la durée, et puis en fait, c'est vraiment inclus dans la culture. Alors, il y en a qui sont un peu ronchons si ça arrive, hein. Il y a des entreprises qui aiment pas trop, mais il y a pas trop le choix, en fait. C'est comme ça. Je m'en souviens, je venais d'être embauchée, donc premier vrai travail en Suède, j'étais super contente. Et au bout d'une semaine, je tombe malade, j'ai un rhume, et j'étais arrivée avec le nez qui coulait et tout. On voyait que j'étais malade de toute façon. Hein. Et mon patron, il me dit, mais Victoria, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis venue bosser. Il me dit, mais t'es malade, tu sors tout de suite, tu rentres chez toi. Alors, j'étais, ah bon. Je dis, mais j'ai carrément, vous inquiétez pas. Il me dit, Victoria, si tu contamines l'entreprise, ça va me coûter plus cher d'avoir tout le monde malade que juste toi qui reste pendant 2 jours à te reposer. Ah bon. Donc, j'étais rentrée chez moi. Et j'étais là, je me sentais un peu... j'avais l'impression de tricher, entre guillemets. Je me disais, mais attendez, ils m'ont renvoyé chez moi alors que j'ai juste un rhume. Et non. C'est vous restez chez vous, si vous êtes malade, il m'a renvoyé à la maison, du coup. D'accord. Et pour revenir juste à ta question sur les enfants rois, il y a quand même un petit souci. Parce que cette génération d'enfants rois, il y en a quand même un petit peu en Suède, mais ils sont dans leur vingtaine, à peu près. Et en fait, le problème qu'ils ont, c'est que là, ils commencent à chercher du travail, et ça a tellement été facile pour eux. Les parents avaient un petit peu... il y a eu le même problème qu'en France, au final. Les parents avaient laissé pas trop de limites, tout vous est dû, vous êtes les meilleurs, les plus beaux, mais le problème, c'est quand on arrive sur le monde du travail, c'est pas forcément la même chose. Donc, ils demandent des salaires énormes, et en fait, ils pensent que une personne junior va avoir le même salaire qu'un senior, ou des choses comme ça. Et du coup, ça peut créer des problèmes de... c'est expectation versus reality. Parce que, du coup, c'est pas la vraie vie, en fait. Donc, il y a quand même quelques soucis, Oscar me racontait. Mais moi, je suis plus trop l'actualité. Ouais, exactement. Donc ça, c'était ce qu'ils avaient à gérer. Mais je sais pas si c'est la bienveillance qui fait ça, c'est plus l'enfant gâté au final, parce que ça, ouais, je pense aussi. On en voit aussi, je sais pas, je vais parler pour une vieille, mais j'en vois aussi les nouveaux qui arrivent, les jeunes qui arrivent sur le monde du travail. Il y en a qui sont un petit peu comme ça. Mais je veux pas faire une généralité, hein, mais, je vois aussi. Ça m'étonne pas. Ouais. Alors, je voulais peut-être partager une réflexion avec toi par rapport au monde du travail. Alors, du coup, le fait que le papa et la maman peuvent avoir ce congé parental qui, au final, peut être de la même durée. Donc, en fait, quand une entreprise embauche un homme ou une femme, c'est pareil pour l'entreprise. Ouais. Dès que le couple a un enfant, ils peuvent avoir la même durée d'arrêt. Donc est-ce que du coup c'est pas ça qui fait que après du coup la charge mentale elle est équilibrée, du coup les salaires sont équilibrés. Est-ce que ça découle pas de ce congé maternité et paternité entre guillemets? C'est vraiment possible. J'avais jamais vraiment fait le lien. T'es en train de me le faire prendre conscience, mais si, c'est vraiment possible. Parce que du coup, ils vont plus se dire, je vais pas embaucher une femme parce qu'elle va être enceinte dans quelques mois ou quelques années. Parce que du coup, c'est vrai que le père peut partir autant de temps, même plus. Ça arrive, du coup, on voit pas mal de femmes au final qui travaillent plus longtemps. Et les hommes restent plus longtemps avec les enfants. Ils inversent les rôles un petit peu. Ouais. C'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. C'est une façon de faire, c'est pas mal. Ça change un peu. Ça change. Ouais. Ok, bon, alors j'arrive à la dernière question de Flora concernant l'éducation non genrée. Comment est-ce que c'est géré en Suède? Et il y a pas mal de... Déjà, pas de rose, pas de bleu, on le voit dans les magasins de vêtements, il n'y a pas tous ces petits trucs roses, tous ces petits trucs bleus pour les garçons. On voit vraiment, d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai mis du rose à mon fils et on l'a pris pour une fille. mais du coup... Parce que tu étais en France? Oui, c'est ça. Les couleurs ne sont pas genrées. Il y a pas mal de livres qui expliquent tout ça. Et en gros, déjà, on le voit dans les livres qu'on a de la Suède pour les enfants. Par exemple, là, on a eu le livre du fermier et c'est la fermière, en fait. C'est la femme qui conduit les tracteurs. Donc, il y a pas mal de choses. Déjà, dans les livres pour enfants, on voit qu'ils tendent à
faire en sorte que tout soit non-genré, pardon. Et pareil, en fait, c'est aussi l'égalité qu'il y a au sein de la société qui fait que les poupées ou les choses comme ça, tout ce qui est poupons et tout ça, il n'y a pas de souci pour que les garçons jouent avec. Enfin, c'est justement même très encouragé. Et voilà. Je pense. Mais alors, est-ce que parce que quand une petite fille va jouer entre guillemets, un jeu de garçon, Ouais. je pense que ça choque moins que si c'est un petit garçon qui va se mettre à jouer à une Barbie. Là, je sais que ça peut amener des réflexions, ça peut amener des remarques mal placées. Est-ce que tu as déjà vu ça en Suède? Non, pas du tout. Non. Non, c'est vraiment... ce serait même mal placé de faire la réflexion. Et ça, c'est un truc qui peut vraiment agacer Oscar si on a des réflexions comme ça en France. Et c'est leur combat un petit peu, je pense. Ouais. Oh, c'est bien. Alors du coup, Oscar, il a pas peur en arrivant en France, en s'installant en France définitivement, enfin définitivement, je sais pas, mais pour un certain temps de se battre en fait au quotidien avec la société française. En fait, il a pas trop eu le temps parce qu'on est arrivé juste avant le confinement de l'année dernière, et depuis on est en crise sanitaire, donc quand on lui demande est-ce que t'aimes bien la France, il dit je sais pas trop parce qu'au final je reste chez moi. Il a pas trop d'interaction avec les Français, donc pour l'instant il s'en est pas encore rendu compte, mais il y a des choses qui l'énervent quand même au jour le jour, mais après il y a des choses qu'il adore aussi, donc c'est vrai que c'est un 50-50 et c'est aussi une décision qu'on a prise ensemble pour qu'ils viennent découvrir la culture, parce que moi j'avais besoin d'avoir mes parents à côté de moi, de revenir un petit peu aux sources. Après on verra si on reste longtemps, mais je sais pas, on verra comment ça se passe avec l'école et tout ça. Ça va être un peu un test. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. T'as d'autres choses à rajouter? Alors ça, c'est quelque chose que, du coup, si vous arrivez à la fin de ce podcast, vous allez trouver ça rigolo. En fait, tout le monde pense que les Suédois sont hyper forts en motricité libre. Et ils sont assez forts, mais ils recommandent le Yupala. Ah, oui, ça on l'a banni en France. Enfin, on l'a banni, c'est pas du tout recommandé, quoi. Et en Suède, c'est encore assez fort dans la culture et ils trouvent ça génial. Ou les trucs qu'on peut accrocher au plafond, on n'en a même pas en France, hein, je vais essayer d'expliquer, mais on accroche ça en fait au plafond et c'est un espèce de hamac où le bébé peut être debout en fait. Enfin, c'est un harnais qui passe sur la couche et ça fait comme un Yupala et ça, il y en a encore partout. Et du coup, même à la PMI, c'était là, ouais, vous pouvez prendre un Yupala pour les encourager à marcher. En fait, les bébés marchent beaucoup plus tôt qu'en France parce qu'ils les encouragent à marcher. Enfin, je revois un bébé de 3 mois en me disant, oui, on peut le mettre debout, essayer, ça va leur muscler les jambes. Et ça, ils sont un peu fous avec ça. Pourquoi ? Comment t'expliques ça ? Je sais pas. C'est même ma belle-mère, ça c'était un gros sujet de discorde parce qu'elle est kiné et du coup faut entraîner les muscles des enfants, D'accord. C'est dans leur culture et il y a beaucoup de problèmes de jambes arquées. Ouais. Adultes. Du coup, ouais. Et ils comprennent pas pourquoi, mais. Ok, intéressant. Bon, écoute, donc, je te remercie beaucoup. T'as d'autres choses à rajouter ? Non, c'était sympa. Ok, écoute, je te remercie beaucoup, Victoria. Merci à toi. Et puis, je recommande à tout le monde d'écouter ton podcast, qui est très intéressant, Viking Life. Je le mettrai dans la description de l'épisode. Super. Et puis, merci beaucoup encore. Ouais, à très bientôt. Salut. Ouais, salut. Merci énormément, Victoria. J'ai appris et découvert plein d'alternatives à la parentalité traditionnelle que je connais, mais aussi un peu plus sur ton histoire à toi. Je vous recommande à tous le podcast de Victoria, Viking Life. Et si vous voulez en savoir plus sur l'éducation suédoise, vous pouvez aussi écouter l'épisode Autour du monde numéro 4 de Prenons un café. Un autre épisode original et intéressant sur l'expérience d'expatriation de Victoria, c'est le numéro 12 de Whirlwind. Je mets tous ces détails dans la description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast.
Ça m'aide beaucoup dans la visibilité, mais pas que. Ça me motive à fond pour continuer ce podcast. Et pour ceux qui n'ont pas Apple, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, où vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je le prendrai en compte. Portez-vous bien et à très vite.